Stanislas Guerini, bonjour. Bonjour, Christophe Bienvenue, Barbier. vous êtes le délégué général de La République En Marche. Vous êtes aussi député de Paris, même si en ce moment vous devez être très occupé comme chef de parti, parce que dans un mois pile, 27 juin, eh bien, ça sera le second tour des régionales. Eh oui, je passe du temps pas qu'à Paris en ce moment, effectivement. Eh bien, vous étiez hier à Nantes, par exemple, pour soutenir François de Rugy, qui affronte notamment Mathieu Orphelin. Surprise, c'est un ancien marcheur. Est-ce que cette fracture, finalement, n'illustre pas ce que LREM a vécu depuis 2 ans, une sorte de crise dans ce quinquennat, notamment sur l'écologie? Sincèrement, non, je crois pas. Ça illustre plein d'autres choses, cette situation. Ça illustre une dérive d'Europe Écologie Les Verts, puisque voir Europe Écologie Les Verts aller à la France Insoumise, c'est d'une certaine façon une autre façon de porter l'écologie, qui pour moi une impasse totale, qui l'emmène dans un projet de décroissance, un projet qui, à mon sens, amènera un échec total pour réaliser la transition écologique. Nous, la réalité, si vous me parlez de notre groupe, de notre majorité, c'est que notre majorité, elle s'est élargie depuis le début du quinquennat. Regardez ce qu'étaient les trajectoires des précédents quinquennats. Toujours les mêmes trajectoires, d'une sorte de rabougrissement des majorités présidentielles. Nous votons aujourd'hui les lois avec plus de voix qu'au début du quinquennat. Mais on a Cette l'impression majorité s'élargit parce qu'on est clair dans nos têtes, parce qu'on sait la façon dont on veut porter, par exemple, la transition écologique. J'étais hier avec François de Rugy. Il porte un discours extrêmement clair sur cette question-là, de mener cette transition écologique. Personne ne remettra en cause ses convictions, mais en ne tournant pas le dos aux entreprises, mais en ne tournant pas le dos à la science, mais en ne tournant pas le dos à l'innovation. Et c'est ça que nous sommes allés porter. Et je crois que ce discours-là, il a vocation à être largement majoritaire dans le pays et dans les régions. Majorité qui veut s'élargir, mais on a l'impression que le centre de gravité a glissé un peu vers la droite. Et d'ailleurs, en PACA, accord avec la droite. On voit qu'au second tour, en Aquitaine, en Centre-Val de Loire, en Grand Est, il pourrait y avoir des rapprochements avec la droite. Est-ce que c'est ça l'avenir d'En Marche? Non, puisque la gauche n'est pas raisonnable, allons vers la droite. Je trouve qu'il y a une sorte de miroir déformant un petit peu dans le débat médiatique là-dessus. La situation politique, en réalité, elle est la suivante. Un bon nombre de sociodémocrates en 2017 ont rejoint le président de la République. Il venait de la gauche, j'en fais partie, et on rejoint cette majorité présidentielle. Et ils s'y sentent bien, et ils y restent. C'est pas vrai de voir aujourd'hui, et les études d'opinion le montrent, que ceux qui viennent de la gauche continuent d'être un socle de soutien important au président de la République. Et puis, c'est vrai, notre majorité, elle s'est élargie vers des gens de la droite raisonnable qui ne nous avaient pas encore rejoints en 2017 et qui, au cours de ce quinquennat, ont rejoint le président de la République pour agir. Eh bien moi, je vais vous dire, c'est exactement fidèle à ce que nous portons, c'est-à-dire de dépasser les clivages traditionnels qui ne représentent que très mal les vrais clivages dans cette société, ceux sur l'Europe, ceux sur les valeurs de la République, sur la valeur du travail. Nous portons un projet clair et nous disons très simplement que ceux qui croient à ce projet-là nous rejoignent. Et c'est exactement la position qui a été la mienne dans ces élections régionales. Oui, j'ai tendu la main à l'ensemble des présidents et présidentes de régions sortants qui étaient potentiellement compatibles avec le président de la République. Il s'avère qu'un seul d'entre eux, Renaud Muselier, a eu le courage politique de nous tendre la main et de dire oui, moi je veux effectivement mettre un petit peu de côté les étiquettes des appareils. En nous tendant la main, il se l'est fait mordre par son appareil politique, par les LR. Bien nous avons été responsables pour plusieurs, d'autant plus qu'il y a un risque Rassemblement National qui ne nous a pas échappé en PACA. Alors, quelle sera votre stratégie dans l'entre-deux tours? Est-ce que c'est on se retire uniquement quand il y a un risque Rassemblement National, ou bien est-ce qu'on cherche à faire des alliances de second tour avec les Macron compatibles, comme vous dites, partout c'est possible? Vous savez, d'abord, ce sont les électeurs qui, par leur vote du premier tour, vont constituer les équations des deuxièmes tours. Et je pense qu'il faut faire attention à jamais enjamber ce premier tour et à répondre à 36 000 questions avec 36 000 si. Bon, on porte la majorité présidentielle dans toutes les régions, partout, de façon offensive, et on est là pour gagner et pour faire les meilleurs scores possibles au premier tour. Mais ensuite, moi je le dis très clairement, je veux continuer à être dans une logique de rassemblement et de dépassement des clivages. Donc moi, je suis prêt à ouvrir des listes, à continuer à opérer ce travail de rassemblement pour l'intérêt des territoires, pour l'intérêt des régions. On ne parle pas assez du fond dans cette élection. Cette élection, c'est une opportunité majeure d'accélérer la relance du pays, de continuer à investir dans les transports, de continuer à investir dans la formation professionnelle pour la jeunesse. C'est ça le sujet. Et quand Est-ce on qu'entre gens interroge... raisonnables, on peut faire ça ensemble? Je pense que oui. Encore faut-il y être prêt à plusieurs. Nous avons été dans cette logique-là de rassemblement et de dépassement des clivages depuis le début. Force est de constater
que certains jouent autre chose dans cette élection régionale. Je pense que c'est une erreur. Et quand on interroge les Français, ils répondent le thème principal, c'est la sécurité. Alors c'est paradoxal parce qu'à part dans les transports et dans les lycées, la région s'occupe pas de sécurité, mais on voit la pression sociale de ce thème. Oui, qu'est-ce que ça montre? Ça montre d'abord que les compétences des régions, des départements, puisqu'on en parle peu, mais il y a aussi des départementales en juin, sont peu connues par nos concitoyens. Et dès lors qu'on fait campagne, on s'en rend compte. Et les échanges que nous avons, les conversations que nous avons avec les gens, elles portent sur leurs préoccupations quotidiennes et principales. Et force est de constater que la sécurité fait partie de ces préoccupations-là. Et je crois qu'il ne faut pas être élu de Paris, de banlieue ou de zone rurale pour le comprendre. Ça fait partie profondément des questions auxquelles nous devons apporter des réponses efficaces. Et d'ailleurs, vous le disiez, nos candidats portent, Laurent Saint-Martin le porte, François de Rugy, vous en parliez tout à l'heure, le porte, cette problématique dans leur campagne, parce que oui, dans les transports, oui, aux abords des lycées, nous voulons établir des polices régionales avec des compétences spécifiques, justement pour apporter des réponses aux préoccupations de nos concitoyens. Quand vous voyez cette campagne régionale, vous ne regrettez pas que la loi 4D, la loi de décentralisation, arrive si tard, avec un programme peut-être un peu faible ? Je pense que cette loi-là, qui va permettre beaucoup plus de différenciation territoriale, de décentralisation, et la crise sanitaire nous a montré à quel point c'était nécessaire, elle va être un outil extrêmement précieux pour agir pour la suite. Et je pense que cette élection régionale, elle permet à nos candidats justement de porter des programmes avec beaucoup plus de décentralisation des régions. Regardez la région Grand Est, regardez la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des régions qui ont été gérées de façon beaucoup trop centralisée. Et Brigitte Klinkert le porte de façon très forte dans la région Grand Est. Il faut rapprocher la région des territoires. Il faut ne pas hésiter à donner plus de compétences aux collectivités infrarégionales, à l'Alsace, à la Champagne-Ardenne, à la Lorraine. Nous allons pouvoir le faire parce que cet outil-là que représente cette loi 4D, une grande loi de décentralisation, il va nous permettre d'agir. Donc non, ça ne sera pas trop tard, parce qu'on la votera d'ici la fin de ce quinquennat. Si le Rassemblement national prend une ou plusieurs régions, comment l'interpréterez-vous ? Catastrophe démocratique, logique, parce qu'ils sont à 25 dans les sondages ? Ce sera une catastrophe d'abord pour les territoires concernés. Moi, je vois trop de débats avec des arrière-pensées politiciennes sur ce sujet-là. On nous dit parfois, mais est-ce que vous n'auriez pas intérêt, en tant que majorité présidentielle, au fond, à ce que ça soit une sorte d'électrochoc ? Oui, ça installe le duel Macron-Le Pen. Pardon, c'est scandaleux de réfléchir comme ça pour des responsables politiques. Scandaleux. Moi, je pense avant tout aux habitants de ces régions-là, qui pâtiront de façon très concrète pendant tout un mandat de ce qu'est le Rassemblement national. Des découpeurs de culture, des séparateurs, des diviseurs. Et ça, dans une région dont les compétences sont grandes, sur lequel on a besoin de compter pour construire l'avenir du pays avec les territoires, eh bien, ça serait une catastrophe pour les électeurs. Ça serait une catastrophe pour nos concitoyens. Et donc, moi, je n'ai aucune arrière-pensée, Christophe Barbier. Je me battrai coûte que coûte, pour qu'aucune région ne bascule au Rassemblement national, même si on sait que le risque est avéré. Et donc, ça doit appeler à la mobilisation, ça doit appeler à la participation. Je ne vous cache pas que je suis inquiet, parce que le taux de participation de ces élections est donné très faible. C'est traditionnel pour ces élections, peut-être particulièrement pour celle-là. Il faut intéresser, il faut parler des compétences des régions, il faut parler des problèmes du quotidien pour amener les électeurs aux urnes et ne pas se réveiller avec la gueule de bois dans une ou deux régions au lendemain des élections régionales. Que changerez-vous ensuite à La République En Marche pour affûter votre formation en vue de la présidentielle ? Mais on va continuer à décentraliser d'ailleurs ce mouvement. Un des constats que j'ai pu faire dans mon mandat, c'est que nous avions un jeune mouvement qui a été formidable, qui a amené un président de la République au pouvoir, mais qui était trop centralisé. Et donc, nous sommes en train, et nous l'avons fait à travers ces élections, nous le faisons en revoyant nos règles du jeu interne, à décentraliser le mouvement. Le Tour de France du président, là, en juin, ça va vous aider à faire ça ? Nous avons clairement l'intention, dès lors que la situation sanitaire le permettra, de retrouver beaucoup le terrain pour aller confronter 4 ans d'action intense, où on a été à la hauteur des promesses que nous avions faites en 2017, à ce que on ressentit précisément nos concitoyens. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi, je veux que les marcheurs retrouvent le terrain dans cette phase-là, peut-être après les élections, parce que les élections, c'est un bon moment aussi de confrontation sur ces sujets-là, retrouvent le terrain. Il faut qu'on sorte des murs. Moi, c'est ça mon obsession pour La République En Marche. Je vois les difficultés que les partis politiques ont. Il y a beaucoup de défiance et notre formation politique, notre mouvement, n'échappe pas à cette défiance-là. Et donc, je crois que pour continuer à être audible, il faut sortir des murs des partis politiques. Vous savez, nous avons lancé une grande initiative, permettre à
des concitoyens, qui soient marcheurs ou non marcheurs, de porter avec nous des causes, de s'engager pour porter des combats. Eh bien, il y a déjà 1100 causes qui sont portées au sein de La République En Marche, plus de 20 000 personnes qui les soutiennent. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement intéressant, parce que ça fait vivre la vocation citoyenne de ce mouvement. Moi, je veux que nous restions un mouvement citoyen ouvert à la société civile. Responsable mais pas coupable, c'est un peu ce qu'on a entendu dans le discours du président de la République hier au Rwanda à propos du génocide de 94. C'est ce que vous avez compris vous aussi? Je suis un peu gêné par le résumé que vous en faites. Le président de la République a regardé l'histoire en face. Et ça, c'est sa doctrine constante. Ne jamais réécrire l'histoire au regard des débats contemporains, mais ne jamais l'ignorer. Et en l'occurrence, le président de la République a prononcé hier au Rwanda un discours extrêmement important, qui a été d'ailleurs salué par le président Kagame, en reconnaissant la responsabilité. C'est déjà un peu de la repentance quand même. Ça n'est pas de la repentance, il l'a dit lui-même. Et d'ailleurs, le président Kagame a dit de façon très claire que les mots du président de la République valaient plus que des excuses. Mais quelle est la réalité historique? La France a pendant longtemps préféré le silence à la vérité. Ces mots-là, le président de la République les a prononcés, ils sont très importants. Ils sont très importants aussi pour que nos deux pays puissent reprendre leur route ensemble. Il y aura un ambassadeur de France au Rwanda, c'était une annonce très importante. Je pense que cette vocation à regarder l'histoire en face, pour pouvoir justement avancer, se tourner vers l'avenir, c'est la bonne manière d'appréhender l'histoire de notre pays. Le pass sanitaire européen va arriver, mais est-ce que les États ne vont pas durcir en rajoutant des conditions, des tests par-ci, des quarantaines par-là, et priver les Européens de vacances en liberté? Moi, je crois que sur les pays qui sont dits en zone rouge, pour simplifier un peu le débat, c'est-à-dire qui subissent la situation sanitaire, il faut continuer d'être extrêmement exigeant. Vous voyez la situation au Royaume-Uni, avec on le variant voit indien, un certain nombre de variants se développer, encore un nouveau variant là. Il va falloir rester extrêmement attentif. Et donc moi, je tiens à ce qu'on garde une ligne de fermeté sur les contraintes, les exigences qui sont demandées aux citoyens du monde, d'une certaine façon, pour venir dans notre pays. Mais sur le pass sanitaire, nous avons été, nous, extrêmement clairs. Ça sera un outil pour voyager, ça sera un outil pour vivre aussi dans nos frontières, qui a des limitations très claires. Nous les avons votées à l'Assemblée nationale. Pour les grands événements, voilà, pour les grands rassemblements, pour pas qu'il y ait de clusters qui se développent. En revanche, pas pour notre vie quotidienne, pour les actes de tous les jours, aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. Ça, on va retrouver une liberté pleine et entière, si je puis dire. Oui, on a vu des concessions qui ont été faites. L'état d'urgence, finalement, est prolongé moins longtemps que prévu. Il y a une pression pour retrouver la liberté. On en a un peu assez de l'exécutif qui a tout décidé. Je pense que d'abord, chacun peut le ressentir sur le terrain. Il y a une pression, évidemment, une pression saine d'ailleurs, plutôt positive. Moi, je vis ces derniers jours avec un bonheur retrouvé, comme beaucoup de nos concitoyens, de retrouver une vie plus normale. La pression, elle est là. Vous savez, je pense que parfois, on a des débats sur la méthode, sur les débats législatifs, sur savoir sur le pass sanitaire. Moi, c'est pas tant ça que j'ai comme conversation avec les gens quand j'en discute avec eux au gré de mes déplacements dans ma circonscription. Ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité des mesures et que nous prenions les bonnes décisions au bon moment. Est-ce que ça a été le cas? Je le pense. Et puis, ils veulent, le plus vite possible, retrouver leur liberté de pouvoir consommer de la culture, d'aller au restaurant, de retrouver leurs amis, leur famille. Je crois que c'est ça l'attente principale. Et la question derrière tout ça, c'est encore une fois de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je crois, et la situation le montre, que ça a été le cas à la fois sur l'aspect sanitaire, mais aussi sur l'aspect économique. C'est pas négligeable. Notre pays a les moyens de redémarrer fort parce que nous avons fait le quoi qu'il en coûte. Stanislas Guerini, merci, bonne journée. Merci à vous.